Bonjour à tous, bienvenue dans Chirurgie d'Histoire. Alors aujourd'hui, pour un peu de contexte, je suis à Tuléar, dans le sud-ouest de Madagascar, et j'interviewe le docteur Noëlle Bessière, qui est gynécologue obstétricienne de formation et engagée en humanitaire depuis près de 20 ans. Cette semaine, je suis la mission humanitaire d'Interplast France, l'ONG de mon père, le docteur Knipper, qui est chirurgien plasticien et qui fait de la chirurgie plastique en situation précaire. Et nous sommes chez les Bonnes Sœurs au centre Béthéla. C'est dans la maternité de ce même centre que Dr Bessière fait du dépistage du cancer du col cette semaine. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager notre contenu et à nous suivre sur notre page Instagram. Tous les liens sont en description. Bon épisode! Donc bonjour Dr Noëlle Bessière. Bonjour. Nous sommes donc à Tuléar, au centre Béthéla. Et est-ce que vous pouvez vous présenter déjà en quelques phrases ? Je suis gynéco-obstétricienne de formation, à la retraite depuis 4 ans et engagée en humanitaire depuis 18 ans. Actuellement, je suis présidente de l'ONG Action Santé Femmes, qui est une ONG spécialisée en santé maternelle. Alors, quelle est la situation actuelle en matière de santé féminine dans cette région précisément de Madagascar ? Difficile, la santé, les soins envers les femmes dans cette région et dans toute la région de Madagascar. Très peu de dépistage, très peu de soins. Le soin des femmes passe après beaucoup de choses, même quand on dépiste des femmes qui devraient être opérées et qu'on leur propose de monter dans le taxi-brousse, de faire quelques kilomètres pour venir le lendemain dans le centre chirurgical où nous intervenons, eh bien elles ne viennent pas parce qu'au niveau des familles, il y a très peu d'argent consacré aux soins des femmes. Il faut dire qu'au niveau santé à Madagascar, tout se paye. Vous arrivez à l'hôpital, on va vous calculer combien va vous coûter les compresses utilisées, la bétadine, les gants, les médicaments, le prix de la chirurgie, etc. On vous fait le total de ce que ça va vous coûter, le patient repart et puis il demande auprès de la famille et des amis un peu d'argent auprès de chacun pour arriver à se faire soigner. Ouais. Donc la santé féminine est très peu prise en compte. D'accord. Et le cancer du col est-il un problème majeur ici ? Et si oui, pourquoi ? Le cancer du col est un problème majeur en ce sens qu'il n'est pas du tout dépisté et que le cancer du col est la deuxième cause de cancer féminin, le premier étant le cancer du sein. Ces deux cancers sont quasiment pas dépistés et, pour ainsi dire, pas pris en charge non plus. Et vous, du coup, ici, vous faites du dépistage ? Alors ici, on fait du dépistage des lésions précancéreuses du cancer du col. C'est-à-dire que par des techniques adaptées aux pays en voie de développement, qui sont validées par le ministère de la Santé malgache, on ne fait pas du tout de dépistage par frottis comme on fait en France, puisqu'il n'y a pas de laboratoire spécialisé pour étudier ces frottis. Donc on fait ce qu'on appelle la méthode du see and treat, qui est une méthode d'inspection visuelle à l'acide acétique et traitement par cryothérapie ou thermocoagulation. Des lésions précancéreuses. Quand on a un cancer avéré, on n'est plus dans ce genre de méthode. Y a-t-il un manque d'accès au dépistage et aux soins pour les femmes ? Quels en sont les principaux freins ? Les principaux freins, c'est que le ministère de la Santé malgache a décidé que la méthode de dépistage serait le see and treat, mais en fait, il y a très peu de sages-femmes formées, et notamment à Tuléar, il y avait, il y a quelque temps encore, une ONG de contraception et de soins à des femmes qui s'appelait Maristops, qui est une ONG internationale, qui s'occupait de faire du dépistage du cancer du col, mais cette agence locale a fermé. Et maintenant, il y a peut-être encore une sage-femme ayant travaillé à Maristops qui fait du dépistage en ville, mais on peut dire qu'il n'y a aucune politique de dépistage. Ah oui, carrément. Aucune politique de dépistage et en plus, pour traiter les lésions au stade précancéreux, il faut une bonbonne d'azote liquide
ce qui n'est pas très facile au niveau organisation, maintenance, etc. Donc il y a une volonté verbale du gouvernement de mettre en place le dépistage par Sientrit, mais rien n'est fait rien n'est acté dans les faits. Alors, quelles sont les autres problématiques gynécologiques que vous rencontrez fréquemment ? Nous, ce qu'on rencontre plutôt comme gros problème à Madagascar, c'est le problème de la mortalité maternelle, la mortalité en couche, puisqu'en France, on a à peu près 3-4 femmes qui meurent par an, qui meurent pour 100 000 accouchements, alors qu'à Madagascar, on est aux alentours de 500 pour 100 000. Ah oui. Donc la mortalité maternelle recouvre aussi 30% de la mortalité maternelle est due aux complications des avortements provoqués, puisque l'interruption de grossesse est interdite à Madagascar. Donc les avortements se font dans des mauvaises conditions et 30% de la mortalité maternelle est due à ces avortements compliqués et à ces complications, infections, hémorragies, etc. Ok. Et comment on pourrait faire pour essayer d'éviter ces... Pour ce qui est des avortements provoqués, il faudrait que la loi à Madagascar change, en ce sens qu'il faudrait que l'interruption de grossesse soit autorisée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et puis pour lutter contre la mortalité maternelle en couche, eh bien, il faut savoir qu'à Tuléar, par exemple, là où nous travaillons, on a 85% des patientes qui accouchent encore à domicile avec les matrones, donc loin du système de santé. Et pour réduire cette mortalité maternelle, eh bien, il faut inciter les femmes à accoucher dans les centres de santé et à améliorer la formation du personnel de santé. La mortalité maternelle, la lutte contre la mortalité maternelle est un de nos chevals de bataille de Action Santé Femmes. Alors du coup, comment se passe la sensibilisation des femmes et des jeunes filles sur le cancer du col et de la prévention ? Je dirais qu'aucune sensibilisation est faite, si ce n'est si elles ont accès à des cours de santé sexuelle et reproductive. On va leur expliquer qu'il est bien de mettre un préservatif pour éviter les infections. Le cancer du col étant dû à un virus qui se transmet par les rapports sexuels, il fait partie de cette information sur les risques d'attraper une infection en ayant des rapports sexuels. Mais très peu de jeunes filles ont accès à ces informations. On peut dire qu'il n'y a quasiment pas de prévention du cancer du col à Madagascar. Y a-t-il des tabous, des résistances culturelles autour de l'éducation sexuelle ici ? Alors, c'est difficile de répondre parce qu'on a l'impression qu'ils ont une sexualité relativement libre. Les jeunes filles ont des rapports très tôt, très précocement, et les garçons ont différentes partenaires et les filles aussi, les jeunes filles aussi. Donc, nous ne sommes pas dans un tabou comme on peut l'avoir en France. Simplement, quelquefois, je pense que les parents ont du mal à voir que leurs adolescentes sont devenues des jeunes femmes et qu'elles sont susceptibles d'avoir des rapports. Mais je dirais que ça, c'est un petit peu comme tout parent chez nous qui a du mal à voir grandir son enfant. Mais ici, c'est quand même habituel de pouvoir être enceinte à 13 ans. Ouais, je vois ça même dans la salle d'attente autour du dispensaire là-bas quand ils sont en train d'opérer. Je vois les patientes nous se présentent, sont là avec leur grand-mère et elles ont 19 ans et elles ont déjà un enfant de 6 ans. C'est ça. Tu te dis qu'en fait, elles ont eu un enfant à 13 ans. 13 ans, elles sont enceintes. C'est fou, quoi. On n'a pas tellement pas le même référentiel en Europe. En fait, c'est vrai que dans la rue à Tananarive, tu as séjourné à Tananarive? Non, je ne connais pas, non. C'est impressionnant. Ah ouais? Disons que la rue à Tananarive, la pauvreté dans une grande ville comme ça est encore plus évidente. Et on côtoie plein de jeunes filles qui paraissent très très jeunes avec des petits bébés dans le dos, qui ont l'air d'être dans une misère pas possible, quoi. C'est vraiment très impressionnant. Plus qu'ici? Ah oui. Ah ouais? Ah oui, plus qu'ici. Oui. Ici, on les voit assises par terre avec tous leurs enfants autour d'elles. Alors on en voit, oui, qui nous
qui mendient ici, qui nous montrent le bébé, qui n'ont pas l'air bien en forme. Des fois, elles nous montrent le carnet comme quoi elles veulent de l'argent pour aller acheter les médicaments qui ont été prescrits pour le bébé. Du moins, c'est ce qu'elles nous disent, mais je crois que c'est vrai. Mais à Tananarive, c'est beaucoup plus impressionnant. Ouais, là, à Tananarive, la dernière fois mon dernier séjour, pourtant je viens à Madagascar depuis 13 ans, et mon dernier séjour, j'ai été encore plus impressionnée que d'habitude par la rue, avec des garçons ou des filles, même des garçons qui sont dans la rue avec des enfants de quelques mois dans les bras. Ils ne mendient pas, ils ne sont pas là pour mendier, simplement ils circulent. Ils ont des tout petits bébés dans les bras. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Ouais. Alors, comment réagissent les jeunes filles face à ces discussions sur leur santé reproductive ? Alors, quand j'ai commencé à faire ces missions en santé sexuelle et reproductive, j'en suis maintenant à la 10e mission auprès des élèves de l'école ABC Domino, qui scolarise 4000 enfants, garçons et filles dans le Grand Sud. Quand j'ai commencé ces missions, mon collègue prenait les garçons, leur faisait toute une information, en gros, comment on fait un bébé, comment on évite de faire un bébé. Et moi, je prenais les filles sur le même thème. Les filles, je les trouvais très passives, pas très réactives. Par contre, quand je leur proposais de mettre un implant, de proposer une contraception, elles étaient très intéressées. Mais les garçons, ils étaient passionnés. Personne ne leur avait jamais raconté ça, parce que les cours de sciences naturelles, on s'adressait à des collégiens et lycéens. Les cours de sciences naturelles, c'est pas dans le concret. On vous apprend pas à poser un préservatif, on vous apprend pas ce qu'on nous on apprend dans les cours de santé sexuelle et reproductive, qui sont vraiment axés sur le terrain, je dirais, sur ce qui se passe dans la réalité. Et maintenant, je trouve une évolution. Et lors de ma dernière mission, il y a une question qui est revenue quasiment à chaque fois que j'ai pris une classe entière, c'est et si on n'a pas de rapport, est-ce qu'on ne va pas tomber malade ? Donc j'ai eu un peu l'impression que c'était le discours que leur tenaient les garçons. Si tu n'as pas de rapport sexuel, tu vas tomber malade ou devenir folle. Mais pour elles, pour avoir une bonne santé, il faut avoir des rapports sexuels. Ah ouais. Alors, moi, mon discours, ce n'est pas du tout un discours féministe, parce qu'ici, elles ne sont pas prêtes du tout à entendre un discours féministe. Je leur tiens le discours plutôt de... vous ferez des enfants, prendre une contraception ne vous rendra pas malade et ne vous empêchera pas de faire des enfants au bon moment. Avoir une grossesse désirée et choisir le bon moment et non pas avoir une grossesse subie. Donc c'est en ce sens-là que j'essaye de démystifier la contraception en essayant de les persuader de la contraception en brousse étant la plus adaptée, étant l'implant, qui est un petit bâton contraceptif qui déverse des hormones pendant 3 ans. On le met dans le bras, il est mis pour 3 ans. Et c'est idéal pour elles parce que pendant 3 ans, elles n'ont plus à se soucier de rien et c'est efficace à 100%. Donc j'essaye de leur expliquer que si elles veulent commencer leur vie de femme et poursuivre leur éducation, c'est bien de faire une contraception. Et pour elles, la contraception idéale, c'est l'implant. La pilule, c'est pas tellement possible pour elles parce qu'elles n'auraient pas forcément l'argent pour acheter la plaquette suivante. Elles pourraient se présenter au centre de santé pour l'acheter et tout d'un coup, il n'y en aurait plus. Ou alors, souvent la pilule, ça se termine que la jeune fille ayant des rapports occasionnels et que de temps en temps, elle prend sa pilule que le jour où elle a un rapport. Donc, c'est vraiment pas du tout une méthode qui est recommandée en brousse. Et pour les jeunes filles, il leur faut une méthode plus efficace et avec moins de contraintes. Donc, l'implant en fait partie. On leur met un implant et elles peuvent le garder 3 ans. Au bout de 3 ans, soit on l'enlève et on en remet un autre, soit elles peuvent l'enlever au bout des 3 ans et elles peuvent aussi l'enlever quand elles veulent dans l'intervalle des 3 ans. Elles peuvent aller au centre de santé de base ou attendre que je revienne en mission pour l'enlever.
Et ce qu'elles font aussi, la méthode de choix aussi, qui est beaucoup utilisée par les femmes, par les villageoises, c'est ce qu'on appelle la piqûre. C'est une piqûre de Depo-Provera, d'hormones aussi. C'est le même fonctionnement que l'implant. Mais tous les 3 mois, il faut refaire la piqûre. Okay. Mais c'est vrai que je pense que l'implant coupe les règles la plupart du temps. Parfois donne des petits saignements n'importe quand. Et je pense que les mères sont, à mon avis, un peu inquiètes de voir leur fille sans règles du tout. Et elles leur conseillent, à mon avis, plutôt de faire la piqûre, le Depo-Provera, que de faire l'implant. Parce que je trouve que maintenant, j'ai beaucoup de collégiennes et de lycéennes qui sont contre contraception. Mais j'ai beaucoup plus qu'avant de collégiennes et lycéennes qui font la piqûre. Okay. Alors qu'avant, soit elles ne faisaient rien, soit elles mettaient des implants. Alors je mets toujours des implants, hein, j'en mets entre 30 et 50 par mission. Okay. Mais je vois qu'elles font aussi pas mal la piqûre. Mais elles continuent à penser que la contraception, ça rend malade, qu'après elles n'auront pas d'enfants. J'ai beau répéter, je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir. Et comment est perçu le préservatif ici? Alors le préservatif, je pense que... Ils l'utilisent ou pas? Je pense qu'ils l'utilisent très peu. Faut l'acheter, faut l'avoir dans la poche. Ouais. Une fois en brousse, on avait passé la semaine à leur expliquer qu'il fallait mettre des préservatifs, pour qu'on nous dise à la fin de la semaine « Ah mais vous savez, il n'y a plus de préservatifs à vendre en brousse parce que les pêcheurs les ont tous achetés pour les mettre sur les lampes à eau pour le pêcher la nuit. » Donc effectivement, il n'y avait plus de préservatifs à vendre. Ah ouais, ok. Alors on leur conseille de mettre des préservatifs, mais à mon avis, je pense qu'il y a très peu de garçons malgaches qui mettent des préservatifs. Ouais, et puis c'est cher, non? Je crois que c'est 100 rials le préservatif. Ah oui, ok. Mais bon, ça reste un coût, quoi. Voilà, ça reste un coût, ça reste qu'il faut l'acheter, il faut qu'il y en ait. Il faut faire la démarche. Il faut faire la démarche. Et puis, est-ce que les garçons sont pas un peu inquiets de mettre ce préservatif? J'aurais tendance à le penser. Ah oui, d'accord, ok. Et est-ce qu'il y a des filles ou des femmes qui ont recours à la médecine traditionnelle pour les soins? Énormément. De toute façon, on ne soigne pas grand-chose à Madagascar. Hein. On donne du Doliprane, on donne des antibiotiques, on donne des antipaludéens. Mais la médecine traditionnelle, à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus utilisé. Ouais. Est-ce que vous avez entendu est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Alors exactement, je ne sais pas. Je suis allée une fois dans un marché sur la RN7 où effectivement il y a tout un étalage de médecine traditionnelle, mais moi je ne sais pas les utiliser. Donc à part l'aloe vera et des choses comme ça, je ne sais pas bien utiliser la médecine traditionnelle. Il n'y a pas une patiente qui vous en a parlé ou qui vous a expliqué, non? Non, par exemple, j'ai vu 2 patientes qui avaient fait en les examinant, je ne comprenais pas parce qu'elles avaient le vagin quasiment fermé et elles n'arrivaient pas à faire un autre enfant. Et je leur ai dit, mais vous avez fait un avortement provoqué. Alors quand elles font l'avortement provoqué, elles utilisent des plantes. Et à mon avis, qu'elles enfilent dans le vagin ou dans l'utérus, je ne sais pas trop parce que je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui m'explique vraiment ce qu'elles font. Mais par contre, j'ai vu comme des brûlures du vagin qui avaient accolé le vagin. Donc je pense que voilà, c'est mon expérience de la médecine traditionnelle, disons nocive. Mais autrement, il y a certainement toute une médecine traditionnelle qui n'est peut-être pas très efficace, ou qui l'est, après tout, je n'ai pas tellement d'avis là-dessus, mais qui n'est pas forcément efficace, mais qui est aussi pas forcément nocive. Mais je pense qu'il y a de la médecine traditionnelle qui peut être nocive. Oui, bien sûr. Notamment quand elles briquent sur les cordons des bébés, quand elles mettent une boue avec des plantes, un risque infectieux important, etc. Mais il faudrait... C'est difficile d'approcher ça. Parce qu'il faut trouver des malgaches qui soient à la fois très au courant,
mais qui parlent très bien français. Et même quand j'échange avec des sages-femmes malgaches, eh bien, j'ai quand même du mal à communiquer avec elles. Elles parlent quand même pas très bien français, donc j'ai du mal à me renseigner. Et dans les avortements, j'ai du mal à savoir ce qu'elles font pour que ça puisse brûler le vagin comme ça. Et vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous traduire avec vous? Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Ok. J'ai pas trouvé parce qu'il y a toute une génération qui parle très mal le français parce que quand il y a eu l'indépendance, quelques années après l'indépendance, il a été proclamé une malgachisation du pays. Donc pendant 20 ans, on n'a plus enseigné du tout le français dans les écoles, ni l'anglais d'ailleurs, si bien que Madagascar s'est retrouvé complètement isolé dans ses échanges commerciaux parce qu'il ne parlait plus ni français ni anglais. Donc maintenant, ils ont remis ça en place, mais ça demeure un pays francophone, mais quand même beaucoup comprennent très très mal le français. Donc même dans les gens qui sont éduqués, qui sont sages-femmes, qui sont professeurs, etc., on a quand même, ils sont censés parler français, l'échange est quand même demeure difficile. On a des gens qui parlent très bien, mais ils ne sont pas légion. Ouais, donc pour la communication... Donc pour la communication, pour l'exactitude, c'est difficile. Mais vous arrivez quand même à communiquer le principal aux patientes. Les interrogatoires sont difficiles. Parce que quand vous voulez comprendre un dossier, parce qu'on vous dit quelque chose, après on vous dit autre chose, et puis on revient, la sage-femme qui est censée traduire, on ne sait pas bien si elle traduit vraiment bien. Enfin, les interrogatoires sont très compliqués. Alors, quel impact concret avez-vous observé après vos interventions ? Eh bien, ce que je constate, c'est qu'on a quand même une baisse des grossesses surprises, notamment dans les écoles de l'ONG ABC Domino. On a encore des grossesses surprises, parce qu'il y en a encore qui font des calculs, mais on a l'impression que mon action commence à être un peu efficace, en ce sens qu'on a quand même moins de grossesses inopinées. Il m'est arrivé une fois d'arriver dans le collège, on était au mois de novembre, il y avait eu 6 grossesses en classe de 6e avant mon arrivée. Donc l'idée, ça avait été de dire, ah bah oui, mais alors il faudrait que vous les preniez déjà en CM2. Et puis oui. Quand j'ai pris les CM2, il y a 300 CM2 qui sont arrivés pour écouter mes informations. Et là-dedans, il y en avait quand même la moitié qui n'était pas encore réglée. Donc, faut dire que dans les écoles d'ABC Domino, en 6e, elles n'ont pas 11 ans ou 12 ans. Hein. Elles ont souvent déjà 13 ans. Enfin, c'est encore très jeune, mais... Ouais. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des grossesses, surtout dans les petites classes, et il y en a moins dans les grandes classes. En première, en terminale, on n'a plus trop de grossesses surprises. Ah ouais. C'est des patientes qui ont écouté mon information depuis quelques années. Donc, on espère comme ça qu'elles font le choix de la contraception pour pouvoir terminer leurs études. On sait aussi qu'une femme éduquée est une meilleure mère et surtout l'éducation réduit la mortalité maternelle parce que la prise en charge de la grossesse est meilleure. Donc je leur dis tout ça, qu'une mère éduquée est une meilleure mère pour essayer de les pousser à faire une contraception le temps pendant qu'elles font leurs études. Ouais, d'accord. Pensez-vous que ces missions ont un effet durable sur la santé des femmes ou faudrait-il un suivi plus régulier ? Il ne faut pas être trop ambitieux dans toutes les formations qu'on fait parce qu'on cherche bien sûr à ce que nos actions soient pérennes. Alors on fait par exemple de la formation du personnel de santé dans un centre de santé. On a l'impression qu'on est très efficace, tout le monde est très intéressé. Et puis quand on revient 6 mois après, toutes les mauvaises habitudes sont reprises, le personnel a changé, certains ont disparu, sont décédés. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, il faut sans arrêt reprendre le problème et je dirais que l'idéal serait de rester plusieurs mois quand on veut former du personnel de santé, notamment du personnel des salles d'accouchement à une meilleure prise en charge des femmes. Il faudrait pouvoir rester sur place et changer vraiment les habitudes en profondeur. Bon, et puis la deuxième chose aussi, c'est que le gouvernement ne met pas d'argent dans la santé. Il compte sur les ONG.
Donc, quand les ONG se retirent, eh bien, il n'y a pas de relais par le gouvernement. Ok. Donc, la pérennité est quand même difficile à vraiment... on hésite visite d'être sûr de la pérennité de nos actions. Ouais. Mais il faut se dire que ce qu'on fait à l'échelon individuel... moi, je pense qu'il ne faut pas être trop ambitieux et on fait des petites actions. On dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières et je pense qu'il faut concevoir les choses comme ça et ne pas se décourager dès qu'on voit qu'on revient et que, notamment en salle d'accouchement, que finalement les habitudes sont reprises. Il faut se réatteler à réexpliquer et puis ne pas se décourager. Oui, bien sûr. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec des professionnels de santé locaux ? Oui, bien sûr. Alors moi, je travaille avec des infirmiers et des sages-femmes de Maristops, qui sont donc cette ONG de contraception, une ONG internationale, mais qui emploie des malgaches. Donc je travaille en partenariat avec Maristops. Je travaille chaque fois que je suis en mission dans les écoles d'ABC Domino. Je vais dans les centres de santé de base. D'une part, discuter avec l'infirmier des problèmes qu'il rencontre et lui apporter du matériel. Et puis, quand je suis ici à faire, dans la clinique Bétella, à faire du cancer, du dépistage du cancer du col, je forme les sages-femmes à éventuellement pouvoir, à ma suite, faire elles-mêmes le dépistage. Oui. Donc, je travaille bien sûr, avec les personnels de santé locaux et dans l'idée d'améliorer leur formation. D'accord. Et alors, dernière question, est-ce que vous avez un message à adresser aux femmes de la région et à ceux qui voudraient aider ? Je n'ai pas vraiment de message parce que tout dépend à qui on s'adresse. Si on s'adresse à des femmes fortunées qui ont l'argent pour se faire soigner, celles qui sont dans une pauvreté, qui de toute façon, même dans les centres de santé où par exemple l'accouchement est gratuit, eh bien en fait elles payent quand même. Donc je ne saurais pas bien quoi dire. Peut-être essayer de les former à l'hygiène, mais quand on voit que les gens vivent dans la rue, vivent assis par terre, l'hygiène, c'est bien difficile à faire cette promotion. En brousse, les gens font des kilomètres pour aller chercher avec leur bidon sur leur charrette à zébu pour aller chercher de l'eau au puits. Donc voilà, tout ça, après leur parler d'hygiène, c'est quand même un petit peu difficile. Ouais. Oui. Voilà. Ceux qui voudraient aider, moi je pense que l'idéal c'est de participer à des actions d'ONG ou des actions de s'intégrer dans des structures et ne pas faire des personnes qui voudraient aider, il faut qu'elles s'inscrivent dans des structures qui aident et non pas en individuel comme ça à apporter des bonbons aux enfants pour leur faire du bien, ce qui est une grosse erreur. Enfin bon, je pense que si on est tout seul à vouloir tout d'un coup venir aider comme ça va pas. Il faut s'inscrire dans des structures pour aider efficacement. Ouais. Et par rapport au dépistage du cancer du col, c'est ce que vous avez fait toute la semaine ici. De quel âge à quel âge vous pouvez le faire, ça ? Normalement, ce dépistage commence à 25 ans parce que, donc, comme je l'ai dit, le cancer du col est dû à un virus. Et on sait qu'avant 25 ans, on peut avoir rencontré le cancer du col, avoir rencontré le virus, mais souvent la jeune fille l'élimine. Donc pour éviter des surtraitements chez des patientes qui élimineraient le virus d'elles-mêmes et qui ne feraient pas de cancer, on préfère commencer à 25 ans parce que le cancer du col est un cancer à évolution très lente et les choses se constituent sur une dizaine d'années. Donc en commençant à 25 ans, on n'est pas trop tard. Alors c'est un peu des normes françaises aussi de commencer à 25 ans. Ici, j'ai discuté avec des professionnels de la santé, ils me disent « Oh, elles ont des rapports très précocement, on pourrait commencer plus tôt ». Alors effectivement, peut-être qu'à la prochaine mission, je vais commencer à 20 ans, de manière à peut-être toucher d'abord plus de femmes encore, et puis me faire une idée des lésions précancéreuses qu'elles peuvent avoir entre 20 et 25 ans.
cette population que je n'ai pas vue cette semaine. Ok, d'accord. Vous êtes à combien de missions à Madagascar ? Alors, je viens à Madagascar depuis 2012, 2 fois par an, sauf pendant la période Covid. Donc, ah ouais. Vous connaissez Mada alors. C'est mon pays d'attache. J'ai beaucoup travaillé dans les zones rurales autour de Tamatave. Maintenant, je suis dans le sud, Tuléar et le Grand Sud. J'ai aussi une expérience dans le nord, Diego Suarez. Mais voilà, il y a des endroits que je ne connais pas bien. Je suis travaillé aussi dans l'île Sainte-Marie, dans l'Est. Et autrement, j'ai un peu visité Madagascar pour le plaisir de voir ce beau pays. Et à quand la prochaine mission du coup ? Probablement en novembre. Je viens 2 fois par an. On évite la période des cyclones, de décembre à mars. Donc je viens en général 2 fois par an, octobre, novembre. Fin mars, avril, voilà, toujours à peu près aux mêmes périodes. Ok. Je viens jamais l'été. Ok. En tout cas, bravo. Ce que vous faites est absolument incroyable. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager notre contenu. Tous les liens sont dans la description. Et à la prochaine pour un autre épisode.